Félix Cuniera. Xavier Michon, qui est représentant résident du programme des Nations Unies pour le développement. Il est basé en Haïti. Alors, Xavier Michon est comment s'appelle, un serviteur du développement. J'essaie de travailler sur la base de principes, de motivation, d'idéaux, et j'essaie que cela s'applique aussi dans mon travail en Haïti, un pays qui m'a captivé, que je connais depuis longtemps d'ailleurs. Comment se présente une journée typique du représentant résident des Nations Unies en Haïti? Alors, je pense que dans n'importe quel travail, il n'y a pas de journée typique. Au moins, à moins qu'on travaille à la chaîne dans une, dans une fabrique. Et encore moins si on travaille dans le cadre de développement dans un pays si riche, complexe comme Haïti, où il y a justement des opportunités, il y a des tensions, il y a des imprévus, où on travaille sur des plans de contingence d'une façon continue et on essaie de s'adapter à des réalités qui fluctuent dans le temps. Donc, on s'adapte à l'immédiat, mais on essaie de maintenir un ordre. Et ce ordre, par exemple, comme tu le dis pour nous, c'est la jeunesse. Et je vais revenir naturellement, je suis certain qu'on va en parler. Donc, j'essaie de combiner le stratégique, c'est le long terme, le positionnement du bureau sur la base d'une réflexion et d'une écoute des autorités. Que le jour, il y a une partie de mon travail aussi qui se dédie au plus simple histoire, des problèmes logistiques. On sait très bien qu'acheminer du matériel depuis des ports ici est compliqué, jusqu'à m'occuper des réalités qui affectent mon personnel. Pour moi, je pense qu'un vecteur important, c'est l'écoute. Et vraiment être à l'écoute de, passe à l'action, mais maintenant. Les réalités sont que on ne peut pas attendre. Nous avons des Haïtiens et des Haïtiennes dont les réalités sont compliquées. Ils n'ont pas le luxe. Et le premier luxe qu'ils n'ont pas, c'est le temps. Le numérique peut être un levier d'inclusion. Et on doit la comprendre au-delà de la connectivité. C'est simple, c'est pas simplement des câbles, des antennes avec des paraboles, mais c'est un écosystème beaucoup plus ample. C'est un thème d'accès universel à Internet. Il faut former aux compétences digitales. Et je pense que les jeunes aujourd'hui s'auto-forment. Ils ont tous un cellulaire, ils ont cette capacité. Mais de nouveau, je pense qu'il y a des politiques publiques qui peuvent appuyer. Tu viens de le mentionner, tu es à l'écoute et je crois que c'est très important pour pouvoir comprendre la réalité. Et tu viens aussi de mentionner que il y a une forte partie de la population qui est jeune. C'est une opportunité, on le sait, et tu as mentionné aussi dans le cadre du rapport du PNUD, tu es à l'écoute des jeunes et on parle de technologie, on parle aussi des barrières, on parle aussi des problèmes d'accès, on parle du pouvoir d'achat. Et qu'est-ce qu'ils te disent, ces jeunes? J'ai eu l'occasion de visiter des espaces comment ça s'appelle, d'incubation, d'accélération d'entreprise, qui m'ont donné la confiance de dire oui, il y a des poches de jeunes qui aujourd'hui y croient, qui travaillent, qui construisent un projet avec une petite entreprise, qui utilisent la technologie, qui font croître leur business model avec une acquisition de plus de clients. Haïti n'est pas simplement un pays comment ça s'appelle, comme le simplifient les médias, avec des caractéristiques qu'on connaît tous, marquées par la violence, et des jeunes avec des armes. Mais oui, il y a des jeunes aujourd'hui qui y croient, qui jouent sur la base des règles du jeu, qui ont du talent, et ça, il faut le mettre en avant. Et ils me disent, au moins ils m'ont dit, je reflète que mon opinion comme récepteur de ces messages, on se rend compte que nous ne sommes pas seuls. On se rend compte qu'il y a d'autres jeunes comme nous. On y croit, ils nous donnent confiance. Les difficultés sont là et on sait que les infrastructures sont faibles. Il n'y a pas le problème de connectivité, c'est un facteur, je pourrais dire, c'est un problème important. 39,3% de la population aujourd'hui a accès à Internet et je sais que le nombre d'abonnés à un téléphone, c'est un peu plus de 80%. Mais on a aussi un problème en plus des infrastructures, de cadre légal. Donc, qui sont importants, je pourrais dire, pour créer un environnement propice au développement du numérique. Quels sont les freins et je pourrais dire euh, les défis qui freinent l'intégration du numérique dans les politiques publiques, d'après le PNUD? Le fossé numérique, lorsqu'on doit le voir, ce n'est pas simplement un thème technologique, mais cela a des implications sur le social, le territorial Oui. et sur les générations. Il faut avant tout mettre le thème du numérique comme un thème stratégique.
Et ça, c'est au même titre d'apporter de l'eau, apporter des routes ou peut-être de Oui. l'énergie. Ouais. Et peut-être on peut voir trois dimensions. Avant tout, un thème, et tu le disais, lorsqu'on parle de stratégie, de politique publique, ça commence par une vision. Il faut qu'il y ait une Mhm. vision claire, qui soit partagée, débattue avec tous les acteurs d'une stratégie Mhm. numérique. Cette Mhm. stratégie doit être portée par l'État. On ne peut pas avoir que du développement du numérique pour Port-au-Prince. Haïti a une population jeune. Elle est avide de technologie. C'est un vivier d'innovateurs. Est-ce que tu sens que, on parlait aussi de politique publique, est-ce que tu sens que l'État, et tu as parlé des acteurs comme la BRH, le ministère des Finances, le ministère de l'Éducation nationale, et est-ce que tu sens que cette synergie-là est possible? Et parce que parler de politique publique, c'est consulter aussi les acteurs, c'est travailler sur un plan commun, travailler et dégager une vision commune. C'est aussi s'engager, et que ce soit financièrement, que ce soit à créer les bases. Est-ce que tu penses que cette synergie est là? On peut se dire qu'on va apprendre des erreurs du passé? Ma réponse est oui. Je pense qu'il y a un début, une prise de conscience, et peut-être que la gravité de la situation, le fait qu'on ait 6 ans de décroissance, il y a aussi une prise de conscience que les choses doivent changer. Mais bon, tu sais aussi qu'il y a cette vague de compétences aussi qui nuit le pays par rapport à la situation de sécurité. Donc, les rapports disent que un peu plus de 80% de la capitale est livrée aux gangs. Les écoles, les universités sont fermées. Donc, quelqu'un dirait, parler de tout ça, et est-ce que c'est un contraste, hein, où on rêve? Mais pourquoi parler d'intelligence artificielle? Pourquoi parler d'inclusion numérique? Pourquoi parler d'inclusion financière dans un pays où, je dirais, les gangs contrôlent un peu tout? Donc, qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui te pose cette question-là? Alors, avant tout, je suis à Port-au-Prince et moi-même en personne avec mon équipe, je vis les réalités que tout le monde vit ici à Port-au-Prince. Je veux Mhm. mettre en avant aussi, c'est que Port-au-Prince n'est pas, veut dire, le département de l'Ouest et l'Antimonide ne sont pas tout le pays. Il y a quand même d'autres départements, aussi avec d'autres réalités qui ne sont pas simplement affectées par ces réalités sécuritaires. Donc, il faut quand même nuancer un peu, sachant que il y a aussi des opportunités dans d'autres zones du pays, dans d'autres départements. Et je pense que la jeunesse a un atout. Ils ont un rêve, ils Mhm. ont un refus de cette réalité. Il faut leur dire, ne démordez pas, construisez ce pays, participez et continuez à faire ce que vous faites. Leur dire aussi Mhm. que c'est à travers d'eux qu'on va changer ce pays. C'est cette jeunesse qui aujourd'hui est cette force de ces pays. Euh, Mhm. il faut vraiment leur donner confiance. C'est le message que tu partages avec l'écosystème, comme on dit, et de la communauté internationale. C'est ce message-là centré sur les jeunes que tu partages avec eux. Oui, on en parle, mais nous ne sommes pas les seuls. Donc, il est important de le dire, qu'il y a d'autres acteurs qui ont cette sensibilité. Et tu as évoqué les élections à plusieurs reprises et je voulais laisser cette partie-là pour avoir une conversation sur l'aspect, c'est une question que beaucoup se posent, c'est l'adoption du vote électronique aux prochaines élections. On n'a pas eu les élections depuis 2016 en Haïti, on le sait, et on doit renouveler le personnel politique, on le sait. Mais qu'est-ce que tu penses de l'idée d'avoir le vote électronique aux prochaines élections? En Haïti, on ne sait pas quand on va les avoir, mais euh, l'idée d'avoir le vote électronique, à ton avis, c'est faisable, hein? Quels sont les obstacles pour intégrer le vote électronique si tu penses que c'est une bonne option? Je sais que c'est sur les lèvres de beaucoup de personnes, mais il est évident que lorsqu'on pense que la jeunesse est en train de voter pour la première fois, que nous avons ce gap entre les 18 et les 27 ans qui n'ont jamais voté, plus les autres qui arrivent, Ouais. euh, il y a peut-être quelque chose à considérer parce que eux, ils comprennent l'outil numérique. Et ça pourrait aussi encourager les jeunes leaders à se positionner aussi dans- comme candidat, pourquoi pas, pour occuper des fonctions, parce que ça aussi, c'est un élément important. Et les jeunes qui regardent comme des spectateurs, mais avoir aussi des jeunes qui s'activent
qui prennent leur destin en main et aussi qui comprennent la réalité des autres jeunes. Ça peut aussi booster la participation. Oui, je suis totalement d'accord. Et c'est ce que tout le monde veut, je suppose, et qu'on souhaite tous pour toutes les sociétés dans le monde.